Bonjour, vous voici arrivé à la semaine qui parle des limites de la démarche scientifique. En effet, la science est loin de dicter des vérités, et si c'est la méthode avérée pour appréhender le monde dans lequel on vit, il est important de reconnaître ses faiblesses. Une des premières limites que nous allons explorer concerne le temps. Le temps nécessaire pour obtenir un consensus scientifique. Vous le savez peut-être, mais lorsqu'une recherche est publiée, elle ne permet pas à elle seule d'entériner les résultats obtenus. Il faut qu'il y ait un consensus sur les résultats, les théories et les conclusions qui en découlent. Les changements climatiques sont un bel exemple pour illustrer ce point. C'est donc le professeur Vanni Purcell, climatologue, qui vous en parlera dans la première capsule de cette semaine. Mais une fois que la communauté scientifique s'est mise d'accord, est-ce pour autant que la découverte devient une vérité ? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à un philosophe des sciences, le professeur Felts. Vous êtes maintenant dans la deuxième partie de la semaine, les limites humaines et technologiques de la démarche scientifique. À ce stade, vous aurez identifié deux choses. Une limite liée au temps, le temps du consensus, et un point d'attention, le statut de la science dans son rapport à la réalité. Toujours dans le registre des points d'attention liés à notre nature humaine, il y a l'objectivité. L'objectivité, pierre fondatrice de la démarche scientifique. Est-elle réelle et possible alors que ceux-là même qui exercent la science sont des êtres subjectifs puisque dotés d'une histoire, d'une culture, d'idéaux, de croyances, de valeurs, etc. Le professeur Laurent, anthropologue, vous apporte son témoignage sur la question. Poursuivons avec deux autres limites à la validation de découvertes ou de théories scientifiques. Vous avez d'une part le contexte sociétal dans lequel évolue le chercheur, et d'autre part, les technologies qu'il a à sa disposition. Le professeur Rezzoasi, biologiste, va vous présenter des exemples de ce type de limites dans l'histoire des sciences. On pourrait d'ailleurs résumer ce point comme ceci. La société n'est pas toujours prête à entendre certaines découvertes, qu'elles soient théoriques ou factuelles, et encore moins s'il n'y a pas d'outils capables de prouver leur existence. Ensuite, comme vous l'avez découvert lors de la semaine sur le fonctionnement de la démarche scientifique, il n'existe pas une et une seule démarche de recherche. Diverses approches existent, avec leurs forces et leurs faiblesses, bien entendu, mais mieux encore, la démarche scientifique n'est pas la seule à pouvoir apporter des connaissances sur le monde qui nous entoure. D'autres approches sont également possibles, voire nécessaires. Pour en parler, les professeurs Lazaro et Van der Burg vous parlent de leur expérience sur ce sujet ici à l'UCL, et Séverine Lagneau, anthropologue, va vous présenter un travail de terrain qu'elle réalise dans un élevage wallon et qu'elle confronte au regard d'un philosophe, le professeur Felts. Enfin, nous l'avons vu, la science est façonnée par le contexte dans lequel elle évolue. À l'heure actuelle, elle n'échappe pas aux dérives du monde, de notre société même. Lobbying, mode, intérêt politique, compétition, utilité, etc. Ainsi, pour conclure, les professeurs Fuselier et Rezzoasi vous transporteront dans l'histoire de la production des connaissances et mettront en évidence l'impact du contexte sociétal actuel sur la démarche scientifique. Je vous souhaite donc une bonne semaine de cours et vous invite d'ores et déjà à méditer sur cette citation d'Henri Poincaré. « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui, l'une comme l'autre, nous dispensent de réfléchir. À vos neurones, donc. »